Poursuivons dans cette capsule le travail d'étude énergétique d'un système. On a vu dans le grand 1 ce que c'était que le travail d'une force, particulièrement le travail d'une force constante sur l'exemple du poids. Le poids est une force conservative qui ne dépend pas du chemin suivi. Le travail du poids entre deux points séparés d'une altitude d'une dénivellation h, c'est mgh. Alors que se passe-t-il lorsqu'une force n'est pas conservative? C'est le cas de toutes les forces de frottement. Dans ces cas-là, ces forces qui ne sont pas vectoriellement constantes vont avoir un travail qui dépend du chemin suivi. Ces forces, on les qualifiera de forces dissipatives. Ce sont des forces qui vont dissiper l'énergie mécanique d'un système. Le calcul du travail d'une force dissipative est plus compliqué que celui d'une force conservative. En effet, le travail d'une force dissipative va dépendre du chemin suivi par le point d'application de la force. Pour une force de frottement est toujours opposée au vecteur vitesse. Donc une force de frottement, c'est toujours tangent à une trajectoire. Évidemment, comme c'est dans le sens inverse, vous avez un angle π qui va apparaître. Donc une force de frottement, cosinus pi, ça fait -1, ça va porter systématiquement un signe négatif. Donc le travail d'une force dissipative, c'est un travail résistant. Le schéma qui est là correspond à un cas particulier encore très simplificateur où la vitesse du système qui se déplace du point A au point B est constant, donc la norme de la force de frottement qui est proportionnelle au vecteur vitesse dans la plupart des cas est elle-même constante, et où le trajet est rectiligne. Alors dans ce cas-là, en appliquant simplement le produit scalaire, on trouve que le travail de la force de frottement entre A et B, c'est moins FAB. Mais imaginons un système qui change de vitesse au cours du temps, ou bien qui se déplace comme ça en suivant une courbe quelconque entre le point A et le point B. Alors dans ces cas-là, la norme de la force, ou bien la tangente, c'est-à-dire sa direction, va sans cesse changer. Pour évaluer le travail d'une force de frottement sur un chemin compliqué ou au cours d'un mouvement qui n'est pas uniforme, il va falloir découper le chemin AB en tout petits intervalles et évaluer sur chacun de ces petits intervalles le travail de la force, car sur une toute petite durée, la force elle n'a pas le temps de changer. On calculera ce qu'on appelle alors des travaux élémentaires, et tous ces travaux élémentaires, il faudra les additionner. Vous comprendrez bien de ce fait que quand le chemin change, il y a plus ou moins de travaux élémentaires à additionner, et que le travail d'une force dissipative va donc dépendre du chemin suivi. Sa technique de calcul va reposer sur le calcul intégral, vous le verrez l'année prochaine, et donc non abordé cette année. Vous retiendrez simplement ce qui est écrit ici. Le travail d'une force dissipative est un travail résistant, et ce travail résistant dissipe l'énergie mécanique du système. Alors quelques rappels de première S. L'énergie mécanique d'un système, c'est la somme de son énergie cinétique, donc c'est l'énergie qui est liée à sa vitesse, au déplacement, et de l'énergie potentielle, dans le cas particulier du poids, l'énergie potentielle de pesanteur. Vous avez appris en première S que l'énergie potentielle de pesanteur d'un système, c'était le produit de sa masse par l'intensité de la pesanteur et par son altitude Y. Cette énergie potentielle, elle est définie à une constante près, qu'on prend souvent égale à 0, en définissant une référence à l'origine du repère, on décide que Y en 0 vaut 0. Ce résultat, admis en première, se démontre avec les outils de cette année. En effet, le travail du poids, qui est donc ici noté comme une force conservative F, on sait que c'est mgh, c'est mgyk moins mgyb. Nous l'avons vu dans la capsule précédente. Or, le travail de cette force conservative, il faut admettre que c'est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle du système. Ainsi, le travail du poids entre le point A et le point B, ça sera égal à moins EPB moins EPA, EPB étant l'énergie potentielle de pesanteur du système dans l'état final, et EPB l'énergie potentielle de pesanteur du système dans l'état initial. On exprime bien donc ici sa variation. Le travail du poids entre un point A et un point B, ça sera donc EPA moins EPB. On se retrouve avec l'équation EPA moins EPB égale MGYK moins MGYB, et en identifiant terme à terme, on retrouve bien que EP, c'est MGY. A pour le point A,
et ici B pour le point B. Deuxième rappel de première S à admettre. L'autre forme d'énergie mécanique d'un système complémentaire de son énergie potentielle de pesanteur, c'est son énergie cinétique. En translation, lorsque le système se déplace avec une vitesse de norme V, l'énergie cinétique de translation est égale à la moitié du produit de sa masse par le carré de sa vitesse. Alors attention aux unités, un travail, une énergie, c'est tout le temps exprimé en joules, à condition que les masses qui figurent dans ces deux formes d'énergie mécanique, la potentielle ici, la cinétique là, soient en kilogrammes, la position en mètres et la vitesse en mètres par seconde. On termine par le raisonnement le plus intéressant, l'usage en mécanique d'un raisonnement complémentaire de la deuxième loi de Newton, à savoir la conservation de l'énergie mécanique. On est capable de retrouver les caractéristiques d'un mouvement par un raisonnement ne faisant intervenir que des considérations énergétiques. Dans l'exemple de la chute libre, d'après les deux paragraphes précédents, l'énergie mécanique d'un solide, vous corrigerez, ici il ne s'agit pas de l'énergie potentielle mais bien de l'énergie mécanique, c'est la somme de son énergie potentielle, donc son énergie de position, et de son énergie cinétique, soit 1/2 d'mv carré plus mgy. En l'absence de frottement, vous devez appliquer le principe suivant. La seule force qui s'exerce sur le système, c'est le poids, et elle est conservative. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est conservative? Ça veut dire que l'énergie mécanique se conserve. Ça veut dire que l'énergie mécanique a tout le temps la même valeur. Or, lors d'une chute libre, dans l'état initial, le système n'a pas de vitesse. Donc au départ, son énergie mécanique n'est que sous forme potentielle. Elle vaut mg fois y max. Sur le graphe, ça correspond ici au départ de la courbe. Vous avez sur cette courbe-là la modélisation de l'énergie potentielle de pesanteur, notée ici mgz, l'axe s'appelle z. On peut le noter aussi mgy. Et vous voyez que dans l'état initial, l'énergie mécanique, cette ligne constante qui se conserve, la somme de EP et de EC, n'est que de l'énergie potentielle de pesanteur. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? L'objet tombe. Donc en tombant, son altitude diminue, donc son énergie potentielle de pesanteur tend vers une valeur minimum, s'annule lorsque l'objet va tomber au sol. Mais de façon complémentaire, le système va tomber de plus en plus vite. Au départ, il n'a pas de vitesse, donc c'est cette courbe-là, son énergie cinétique 1/2 fois m fois 0 au carré est nulle, mais plus il va tomber, plus sa vitesse va augmenter. Et cette augmentation de vitesse va définir une énergie cinétique 1/2 d'mv carré parfaitement complémentaire de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, dans l'état final, lorsque l'objet touche le sol, son altitude s'annulant, sa vitesse sera maximum et son énergie mécanique, ici, se sera transformée exclusivement en énergie cinétique. On notera EC max qui vaudra 1/2 fois m fois v max au carré. Ainsi par un principe finalement très simple qui consiste à dire que lorsqu'une force conservative s'exerce sur un système, son énergie mécanique ne varie pas, on est capable d'obtenir une égalité permettant de déterminer, si on connaît la vitesse finale d'un système, son altitude de départ, ou, si on connaît son altitude de départ, sa vitesse dans l'état final. L'énergie mécanique d'un système qui vaut, dans le cas général, 1/2 d'mv carré plus mgy, vaut, dans l'état initial, mgy max, et dans l'état final, 1/2 fois m fois v max au carré. Ces deux grandeurs sont donc égales, elles sont égales à l'énergie mécanique, elles sont égales à cette forme qui se conserve lorsque le système n'est soumis à aucune force de frottement. Je vous rappelle que les forces de frottement sont de nature dissipative, et que s'il n'y a pas de force dissipative, l'énergie mécanique ne se dissipe pas, elle se conserve, c'est la ligne droite sur le graphe précédent. Alors on peut exprimer la conservation de l'énergie mécanique de deux façons. Soit on va écrire EM égale constante, soit on va passer par les variations.
Par les variations, dire que l'énergie mécanique est constante, c'est dire qu'elle ne varie pas. Donc si elle ne varie pas, sa variation delta EM est toujours nulle. Or, la variation de l'énergie mécanique, ça va être la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle. Donc si l'énergie mécanique se conserve, delta EC plus delta EP, ça vaut tout le temps 0, et donc delta EC, c'est l'opposé de delta EP. C'est ce qu'on trouve bien sur le graphe précédent. Quand l'énergie potentielle diminue, donc sa variation est négative, alors l'énergie cinétique augmente. Un objet qui tombe va de plus en plus vite. Réciproquement, un objet qui monte verra son énergie potentielle varier de façon positive et son énergie cinétique varier de façon négative, c'est-à-dire que plus l'objet monte, plus il va ralentir. Au cours d'une chute libre, il y a donc une conversion d'énergie potentielle en énergie cinétique ou d'énergie cinétique en énergie potentielle, ça dépend du sens du mouvement, est-ce que l'objet tombe, est-ce que l'objet monte. Le grand principe pour résoudre tous les exercices de mécanique par une approche énergétique, c'est bien d'écrire une équation qui considère qu'en l'absence de frottement, il y a conservation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire que delta EM est égal à 0. Alors on peut concrétiser ces équations par une animation. Un skater, dont on peut choisir la masse, sur un circuit, va pouvoir rouler avec plus ou moins de frottement. En l'absence de force de frottement, ce que l'on vient de voir, l'énergie mécanique, c'est-à-dire la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, va se conserver. Cette énergie mécanique, appelée dans cette animation l'énergie totale, va être simulée ici. Si vous fournissez de l'énergie potentielle de pesanteur au skater en le faisant grimper en altitude et que vous le laissez rouler sans frottement, cette énergie potentielle va se convertir en énergie cinétique jusqu'en bas du circuit, puis à nouveau en énergie potentielle. On simule là un mouvement idéal, un mouvement perpétuel où le skater n'est soumis qu'à une force conservative, son poids. Son énergie totale ici ne varie pas. Son énergie cinétique et son énergie potentielle se convertissent d'une forme en l'autre. Ici, un petit peu avant, vous aviez une énergie cinétique maximale, c'était 1,5 d'MV max au carré. Et là-haut, vous avez une forme d'énergie mécanique qui est uniquement potentielle, c'est l'énergie potentielle EP max égale mgy max, évoquée dans le graphique du cours. Alors dans les situations concrètes, évidemment, on ne peut pas négliger les forces de frottement. On a vu tout à l'heure que les forces de frottement étaient dissipatives. Comme une force de frottement n'est pas une force conservative, mais une force dissipative, elles vont faire varier, elles vont faire baisser l'énergie mécanique du système. Donc c'en sera terminé de ce graphique où l'énergie mécanique du système ici est une droite horizontale. Ça va être une fonction décroissante. Alors cette décroissance peut prendre plusieurs formes, vous verrez dans le TP sur le pendule que ça peut être une décroissance par intervalle, par palier. Mais quoi qu'il en soit, delta EM ne sera plus nul, delta EM sera négatif. L'énergie mécanique du système va être dissipée sous forme thermique, sous forme de chaleur, et cette dissipation sera égale au travail de la force de frottement. Ce fameux travail si difficile à calculer avec nos outils, puisqu'il fallait en passer par le travail élémentaire, correspond graphiquement à la variation d'énergie mécanique, c'est-à-dire à EMB moins EMA. L'énergie mécanique baisse, on va donc trouver une variation inférieure à 0, on va trouver un travail dissipatif, un travail qui va enlever de l'énergie mécanique au système. Si dans l'animation on ajoute une force de frottement, cette fois l'énergie potentielle de pesanteur initiale, ici la barre bleue EP max, va toujours se convertir en énergie cinétique, mais avec une dissipation de l'énergie mécanique sous forme d'un travail. Ce travail, c'est le travail de la force de frottement, et ce travail se traduit par une énergie thermique, une dissipation de l'énergie mécanique sous forme de chaleur. Le skater finit par s'arrêter lorsque toute l'énergie initialement stockée sous forme d'altitude a été transformée en chaleur.